Merci de la fidélité et la confiance que vous ne cessez d'accorder à ces télévisions, mais justement, au travers de ces magazines, ce magazine qui vous apporte l'actualité, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, justement, s'il faudra le dire, sur toute l'étendue de la RDC. Vous le savez, cette année électorale, cette année 2023 nous réserve, s'il faudra le dire, autant de surprises, mais cela ne nous empêche pas, bien entendu, de pouvoir analyser différentes questions qui vont devoir nous amener à comprendre comment les choses vont devoir se passer dans cette année justement électorale. Vous faites bien de nous choisir parmi tant d'autres pour parler République, parler la République démocratique du Congo, notre beau pays que nous avons certainement jusqu'ici, parce que c'est le beau cadeau que le bon Dieu nous a donné justement pour tous les peuples congolais. Vous êtes éparpillés partout dans le monde en train de regarder cette émission. Vous avez pris goût de prendre, n'est-ce pas, ce rendez-vous de chaque lundi à pareille heure, bien que nous avions justement modifié l'heure. Désormais, vous suivez votre programme à partir de 20h, 1 heure de moins dans la capitale, c'est-à-dire à 19h, pour ceux qui vont devoir nous suivre de ce côté-là. La présidentielle de 2023, la candidature unique à l'opposition s'impose, parce que pour battre Félix Tshisekedi, il ne faudrait pas se partager de voix. Cette question majeure va devoir nous permettre d'analyser, n'est-ce pas, ce soir, où cette thématique justement nous permettra d'analyser ce soir avec le fédéral de Nouvel Élan, n'est-ce pas, Jérémy Have, qui est avec nous ce soir sur ce plateau des dossiers d'actualité, d'ailleurs, qui est habitué à ce programme, à pouvoir donner son point de vue, également éclairer la lanterne à ces téléspectateurs, ces milliers de téléspectateurs qui sont au devant de leur poste récepteur, ou vous nous suivez à partir de votre téléphone en direct. Je vous assure que nous sommes en direct dans cette émission. Jérémy Have, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Idriss. Merci de l'invitation, qui m'honore d'ailleurs. Merci de la considération également. Avant de commencer, joyeux anniversaire. Merci. On ne peut pas quand même s'en passer pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Vous l'avez fêté le jeudi dernier. Évidemment. Alors, parce que vous êtes là, comment vous vous sentez? Une année de plus dans votre vie, est-ce que ça ajoute encore quelque chose ou ça vous interpelle d'une manière ou d'une autre dans votre manière de vivre, d'entrer des jeux? Beaucoup d'interpellations. Maintenant, chaque jour compte, chaque minute compte pour moi, pour m'accomplir davantage. Avant, je me rappelle quand nous fûmes encore enfants, nous ne savions pas que nous étions heureux à cette époque-là. Mais maintenant, c'est des responsabilités. Maintenant, nous comprenons même la dangerosité de la vie, de la planète, du monde, de tout ce qui nous entoure. Ça nous renchérit en conscience, en responsabilité aussi. Mais je pense qu'aussi que c'est maintenant que nous nous rassurons du bonheur que nous avons d'être en vie, d'être en santé. Et avant, dans cet âge d'inconscience, nous ne savions pas que tout ça n'était que grâce. Alors maintenant, là, nous réalisons la grandeur de l'auteur de tout, la pensée supérieure. Et je pense que je suis maintenant à cette allure. Je suis aussi à cet âge d'engagement. Je comprends que la République me réclame. Je comprends que j'appartiens à une nation. J'ai des responsabilités immenses par rapport à cette terre qui m'a vu naître et aussi que m'a transmis mes prédécesseurs. Très bien. Fédéral, le Nouvel Élan, bien que déterminé à pouvoir partager vos idéologies pour le bien-être de la République. Vous êtes également allé accompagner votre président national à déposer sa candidature à la présidentielle, bien entendu. Justement, la question qui fait notre sujet de ce soir. Êtes-vous sûr qu'il y aura des élections cette année? Si j'étais de la CENI, je répondrais mieux d'ailleurs. Même si je l'étais, lui-même le président de la centrale est débutatif. Face à cette question qui lui a été posée, il a dit que la CENI était techniquement prête, mais elle ne l'était pas financièrement. Et il y a aussi dans cette feuille des routes des contraintes qui remettent en question la tenue des élections dans le temps, sécuritaire, des contraintes financières. Et je pense que si le responsable de la centrale électorale ne sait pas être aussi rassuré de la tenue des élections le 20 décembre, je ne pense pas aussi l'être. Cependant, au nom de la paradoxalité politique, malgré le doute qui plane, mais nous sommes rassurés que nous devons dans le bateau. Voilà pourquoi est-ce que nous avons aligné, au-delà de tout parti politique ou tout regroupement politique, 716 candidats députés nationaux, ce qui prouve que malgré la petite vigilance de la population
malgré le manque d'inclusivité du processus électoral, nous essayons de rester aussi réalistes. C'est que les élections, à mon sens, c'est un vœu qu'elles puissent avoir lieu dans le temps, mais la situation sécuritaire pose un sérieux problème. Aussi, nous sommes nationalistes, nous voulons que la République puisse, par rapport aux 2 300 000 km², que toute étendue participe aux élections pour que nous ne puissions pas rentrer dans cette jurisprudence de 2018. Après tout, c'est un autre régime, ce n'est plus la Kabylie, c'est maintenant Félix Tshisekedi. Nous espérons, parce que l'UDPS était dans la remontrance par rapport à l'effectivité du processus électoral, nous espérons que cela sera le cas. Je sens que je n'ai pas drastiquement répondu à votre question, mais sincèrement, c'est du domaine du futur. Personne ne peut aussi précisément dire ce qui doit se passer, à moins que ça soit une farce. Bien, on va y rester, justement pour parler, parce qu'on a au moins 55 minutes avec vous. Je vous en prie. Pour parler République démocratique du Congo. Ok, la CNI a parlé techniquement. Ici, je vous appelle à pouvoir analyser les choses, à y mettre un point de vue en tant qu'analyste politique, au-delà des toutes casquettes que vous avez. Ouais. Une CNI qui a jusqu'ici, il faudrait quand même le dire, pas de commande des kits ou des machines à voter, s'il faudra le dire, de bulletins de vote, on ne sait même pas s'ils ont déjà commandé ou ils ont même imprimé. Cet espoir qui vous anime à pouvoir déposer la candidature, c'est une manière de mettre la pression ou effectivement il faudrait réfléchir dans le sens que voilà, on essaie de mettre tout en ordre et puis enfin on pourra arriver à une négociation parce qu'il ne nous reste que quelques jours pour parler. Si c'est beaucoup, c'est 75 jours probablement pour qu'on parle des élections dans ce pays. Comment est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, tout d'abord, vous analysez cette question à quelques jours? Vous voyez une CENI organiser des élections dans ce pays? Excusez-moi de le dire, mais je trouve votre question elle est tellement profonde qu'elle exige beaucoup de temps pour y répondre, mais parce que il faut d'autres questions. Je vais essayer je vais répondre à votre question. Premièrement, ce qui compte pour nous en tant que Nouvel Élan, ou ce qui compte pour toute frange politique, c'est de répondre de ses actes, de ses obligations, de son devoir. Le nôtre, quand il fallait déposer les candidatures au niveau de la députation nationale, nous l'avons fait. C'était une obligation qui était la nôtre. Pas se poser des questions sur la CENI, est-ce qu'elle va respecter tous les axes calendaires? Moi, je pense que là, ça serait l'inversion des rôles. À un moment qu'on a fini avec la députation nationale, il fallait qu'on le fasse pour la provinciale, pour la municipalité. Notre responsabilité à nous était celle de déposer. Pas celle de nous poser des questions sur est-ce que la CENI va devoir respecter ou pas. Il y va de la responsabilité de la CENI, mais aussi nous avons le droit de laseriser ou de suivre de près le processus électoral, cependant en n'oubliant pas c'est quoi le rôle qui est le nôtre. Jusqu'au dépôt des candidatures au niveau de la présidentielle pour les élections de 2023, nous l'avons également fait. Cependant, nous devons nous poser des questions autour de la responsabilité de la CENI. Est-ce que la CENI est-elle en train de faire son travail? Oui, parce que les portes nous ont été ouvertes pour les dépôts des candidatures. Nous y avons été le samedi dernier pour déposer la candidature de Excellence Adolphe Muzito pour la présidentielle de décembre 2023, précisément le 20. Nous l'avons fait et la CENI a joué son rôle de nous ouvrir ses portes, de nous recevoir. Et la liste provisoire publiée, nous faisons partie des candidats présidents de la République. Je pense que jusqu'à ce niveau, et nous et la CENI sommes tous quittes. Alors parlons des kits. La redondance, mais ça s'écrit autrement. Dispositifs électoraux, tels que la loi électorale voudrait qu'on puisse appeler cela dernièrement. La commande est-elle déjà faite? Dernièrement, le rapporteur de la CENI nous a dit que cela était en vue et que les pourparlers étaient déjà entamés, initiés, pour qu'on ait des dispositifs électoraux. Jusque-là, on n'a aucune ombre de cela. Alors aujourd'hui, nous sommes au matin du mois d'octobre. Le 19 déjà, c'est la campagne électorale. Vous savez que la République, elle est un tout petit peu coupée, la partie orientale de la République. Il y a 4 provinces qui sont déstabilisées. Très bien. Il y a un problème de transport avec Congo Airways. Qui cause vraiment problème. Qui pose un sérieux problème. La MONUSCO qui nous a aidés dernièrement dans la répartition des kits pour atteindre les contrées les plus reculées est en train de faire ses clics et ses claques pour quitter la République, d'ailleurs avec un plan de retrait anticipé. Alors de ce point de vue, plusieurs provinces sont coupées entre elles. À Bunagana, c'est coupé. À Kwamut, d'ailleurs, on ne sait pas atteindre ce territoire-là. Ruchuru-Massi, c'est un sérieux problème. Il y a le M23 qui est en train de faire encore résurgence avec beaucoup plus de pugnacité. C'est que quand on est face à la situation, on doute de la tenue des élections.
Cependant, on ne sait pas être aussi pessimiste parce qu'au-delà de tout, le premier répondant dans cette situation, c'est le gouvernement en place. Parce que si la CENI dit qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas de pacification, il est difficile que les élections soient effectives. Alors de ce point de vue, élection ou pas élection, l'action gouvernementale a échoué et je pense que ce qu'on doit entrer dans le métadroit pour changer la classe gouvernementale, l'avenir va nous en dire plus. C'est que face à cette question aussi complexe, je pense que, parce qu'il n'y a pas de kit, nous sommes encore à près de 70 jours, tout est possible à celui qui croit. Voilà, la situation politique nous exige d'aller maintenant dans le domaine de la foi, parce que, de manière patente, la situation est chaotique. Et la tenue des élections reste un tout petit peu fictionnelle. Très bien dit. Alors, entrons maintenant en profondeur. Parlons des élections. D'accord. Puisque votre président national, Adolphe Mouzito, a déposé sa candidature. Et une question directe. Je voulais un tout petit peu savoir, est-ce que maintenant, vous allez vous allier à quelqu'un ou vous allez rester dans votre idéologie centriste, justement, où vous allez quand même collaborer avec un autre opposant pour que vous puissiez faire un bloc qui peut facilement vous apporter quand même cette majorité dont vous voulez ou la victoire aux élections? Merci beaucoup. Je pense que premièrement, nous avons un principe pour ce qui concerne toutes sortes d'alliances politiques. Nous serons en accointance qu'avec le parti politique ou le regroupement politique qui va présenter une offre politique qui a des passerelles avec ce que nous avons présenté comme 25 politiques publiques. Je pense que avant même que nous puissions nous rendre à la CENI, à Kinshasa, pour aller déposer la candidature de M. Adolphe Mouzito comme candidat président de la République, nous avons eu le temps d'étayer les 25 politiques publiques comme offre politique par rapport à cette demande politique formulée par la population congolaise. C'est que alliance politique, ça serait beaucoup plus à cette allure-là. Deuxièmement, nous devons d'abord nous affirmer en tant que parti politique. Adolphe Mouzito doit d'abord s'affirmer comme figure d'éproue de la politique congolaise, au-delà du fait qu'il n'est pas à présenter, mais je pense que chaque parti politique... Ancien Premier ministre dans ce pays. Absolument, pendant 4 ans, de 8, de 12, avec des réalisations positives. Je pense que si la question nous est posée, on va devoir renchérir à ce propos-là. C'est que de ce point de vue, nous n'allons pas d'abord en politique avec cette petite idée d'alliance politique. Non, là, c'est une faiblesse qui ne dit pas son nom. Et en tant qu'homme d'État, au lieu de compter d'abord sur les partenariats, vous devez d'abord vous peaufiner, vous créer une image de marque. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes l'unique parti politique, ce n'est pas de la suffisance, c'est une factualité, vous êtes journaliste d'investigation, l'unique parti politique qui a 66 sièges sur toute l'étendue de la République, l'unique parti politique qui a aligné 716 candidats pour le compte de la députation nationale, l'unique parti politique qui jusque-là a présenté son offre politique constituée des 25 politiques publiques. C'est que de ce point de vue, nous sentons que nous sommes en train de nous affirmer parce que également nous avons de l'ancrage ici comme partout ailleurs. De ce point de vue, nous n'allons pas nous présenter sur la scène politique en demandeurs d'alliance politique ou en opportunistes. Nous sommes dans le bateau, nous avons aligné les candidats à tous les scrutins, nous avons un candidat président de la République, nous en province sommes appelés à vulgariser les 25 politiques publiques et je pense que l'électorat va devoir nous cerner, savoir que nous proposons des solutions aux problèmes de la République et de ce point de vue, c'est vrai, la politique c'est des alliances, mais nous voulons d'abord nous affirmer, nous ne sommes pas à plaindre. Nous n'acceptons pas la politique des parasites. Nous n'en sommes pas, je m'excuse de le dire. Nous n'avons que 4 ans en tant que parti politique. Et vous pensez seul, en étant centriste, comme vous aimez bien le dire, gagner le tout grand, permettez que je puisse l'appeler comme ça, Félix Tshisekedi avec l'Union sacrée? Je vous en prie, je pense que... Parce que c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Justement, je pourrais même anticiper. Avec toute, bien entendu, candidature à la présidentielle, comme candidat président de la République, et vous pensez être seul et gagner les autres partis politiques qui ont fait en union sacrée si facilement? Parce que, justement, s'il faudrait compter les opposants qui sont là, avec leur bagage intellectuel, excusez-moi de lui parler, mais c'est quand même de qualité qu'il faudra dire. Adolphe Mouzito, irréprochable, avec son mental et sa réflexion. Matata Pogno, il y a Denis Mukwege également, si je ne peux que citer à cela. Mais est-ce que vous pensez vraiment, en vous isolant un tout petit peu, parce que vous venez de le dire tout à l'heure, que vous ne voulez pas démontrer de faiblesse en s'alliant aux autres, de gagner
cette union sacrée qui semble être très forte. J'ai apporté une petite précision. Nous irons en alliance politique avec les partis politiques ou regroupements politiques qui auront la même offre politique que la nôtre. C'est que ça sera sur fond de l'idéologie du projet de société limpide que nous allons devoir aller en alliance politique. Donc ça nous évite un peu la prétention. Alors je ferme cette parenthèse-là. Votre question, elle est costaude. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous parlez du tout grand Félix Tshisekedi. Mais en 2018, personne n'y pouvait croire, sauf les membres de l'UDPS qui étaient dans l'émotion politique, dans le fanatisme. Personne ne pouvait croire aujourd'hui, que le pouvoir, je vous en prie, personne ne pouvait croire que le pouvoir devait passer du FCC, qui avait en face de lui une opposition fragilisée, rappelez-vous de Genève et de Nairobi, Joseph Kabila qui fut président de la République pendant 18 ans. J'ai assisté à l'une des rencontres avec Emmanuel Ramazani Chadari, candidat président de la République, dauphin de Joseph Kabila, pour 15 minutes. Le frais de transport avait coûté 50 000 $ américains. C'est qu'au-delà de tout, il y avait également des millions à l'époque. Mais parce que le peuple avait décidé autrement, le pouvoir avait basculé. Et nous avons connu la première passation pacifique du pouvoir. Parce que le peuple en avait décidé autrement. Alors que dans le clan FCC, il y avait des intelligences inouïes. Il y avait des expériences politiques inimaginables. Il y avait des figures de proue qui s'aimaient la terreur. Kabila, d'un charisme incontournable. Mais parce que le peuple, on ne l'outrepasse pas, voyait les choses différemment, c'est Félix Tshisekedi, qui n'avait aucune majorité, l'UDPS avec 32 députés, qui a eu la grâce, l'honneur de servir la République, parce que le souverain primaire on avait décidé ainsi. Ça veut dire quoi la déduction? C'est qu'il n'est pas question d'être en face d'un tout grand X ou Y. Il est question de présenter au peuple une offre politique satisfaisante. Et jusque-là, nous sommes le seul parti politique. Est-ce que Adolphe Muzito, parlons-en, parce que c'est votre autorité morale, je vous en prie. Est-ce qu'il aura un discours à dire aux Congolais pendant la période de campagne, parce que nous ne sommes pas là? Je vous en prie. Mais justement, on peut essayer de réfléchir. Est-ce que Adolphe Muzito, qui a été aux côtés de Joseph Kabila à un moment donné, aura un discours à parler ou à dire au peuple congolais, afin de conquérir le cœur de Congolais à pouvoir voter pour lui, pour qu'il devienne président de la République? Je vous ai parlé de 25 politiques publiques qui partent de la titrisation de terres à la diversification de l'économie. Une intelligence potable qui va faciliter que la République sorte de la moisissure dans laquelle elle est. Au-delà de ça, nous nous sommes dit que la République ne se développe pas pendant 5 ans. En 5 ans, on ne peut jamais développer la République. Il faut un plan consistant, tel que le plan Bilsen d'ailleurs nous proposé par la Belgique à l'époque, qui devait nous passer de 60 à 90 pour avoir l'indépendance. C'est que naturellement, il faut avoir un plan qui va construire la République. Et nous l'avons proposé dans nos 25 politiques publiques que nous allons vulgariser au fur et à mesure. C'est que le discours, il y en a. Je pense aussi que si je dois répondre à l'intention de votre question, il a co-géré avec Kabila. Justement, la question, moi je pose des questions. Je vous en prie. Allez-y. Mais chaque question a une âme. Je vais dans l'âme de la question. Voilà. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il a co-géré avec Kabila. Qu'est-ce qu'il a apporté? Moi je pense que premièrement, croire qu'un Premier ministre peut changer la situation, je m'excuse de le dire, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, c'est qu'au-delà de tout, le Premier ministre qui est répondant devant le Parlement n'est fait que factualiser la vision du président de la République. C'est que de ce point de vue, en termes de redevabilité envers le peuple, certes la Constitution prévoit des responsabilités pour le Premier ministre, mais de manière, pas métaphysique, mais de manière rationnelle, c'est le président de la République qui impose sa vision qui doit se factualiser par les truchements de la primature. C'est que on peut reprocher à Adolphe Muzito, oui, peut-être, parce qu'il n'aurait pas respecté certaines consignes données par le président de la République. Mais si la République ne s'est pas développée, c'est le président de la République qui est élu et qui est répondant devant le peuple. Et le président de la République lui nomme le Premier ministre. C'est que le Premier ministre a de la redevabilité envers le président de la République par le truchement du Parlement. C'est une gymnastique constitutionnelle, mais qui fait en sorte que celui qui est élu soit beaucoup plus responsable. Malgré cela, à l'époque d'Adolphe Muzito, souffrait que je le dise, ce n'est pas une suffisance. Ça dérangerait d'en parler, mais parce que la question est posée. Et parce qu'on doit éclairer la lanterne de la population congolaise. Adolphe Muzito est le premier Premier ministre qui nous a fait passer des millions aux milliards par rapport au crédit budgétaire. C'est qu'en 2008, au mois de mars, il trouve le budget de l'État à 800 millions de dollars américains. Et quand il quitte en 2012, au mois d'octobre, il le laisse à 3,5 milliards de dollars américains.
c'est qu'avec un crédit budgétaire excédentaire, de 2,7 milliards de dollars américains. Adolphe Mouzito, quand il arrive, il trouve le salaire du magistrat à 500 $, il le ramène à 1000 $. Le médecin fonctionnaire de l'État, 100 $, il les quintuple à 500 $. Le professeur, 500 $, il le ramène à 2000 $. Il va quadrupler cela. C'est qu'au-delà de ce qu'il a eu à mécaniser plusieurs unités enseignants publics, même la bancarisation a débuté avec Adolphe Mouzito. Cette bancarisation qui a fait tripler les recettes étatiques, qui a fait en sorte que l'on puisse augmenter un crédit budgétaire. Il n'a fait que 4 ans. On ne peut pas développer la République en 4 ans. Je pense d'ailleurs que les intellectuels qui nous suivent... Comme vous ne pouvez pas non plus critiquer Félix Tshisekedi pour son premier mandat. Nous ne le critiquons pas. Comme vous ne voulez pas non plus, vous, les gens qui étaient à l'opposition, vous ne voulez plus un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi sous prétexte qu'il n'a rien fait. Alors que vous venez de le dire tout à l'heure qu'on ne peut pas juger quelqu'un ou changer ce pays dans 4 ans. Non, nous étions en train de dire seulement que c'était aussi fictionnel et démagogique, c'était la politique aillerie que de promettre au peuple congolais qu'en 5 ans, je vais pacifier la présidence de la République pour une guerre qui a débuté en 1996. De manière historique en 1994 et par rapport à la convoitise de la communauté internationale en 1884. Alors faire une telle promesse ressort de la démagogie politicienne que le peuple dégoûte, je m'excuse de le dire. Alors c'est à ce niveau-là que nous essayons de situer notre critique. C'est quand on doit faire une promesse à un peuple aussi sérieux, il faut temporaliser cela par rapport à une exégèse précise. Comment est-ce que vous allez procéder pour matérialiser la promesse que vous faites au peuple? Après tout, une promesse n'engage que celui qui y croit. C'est que quand on fait des promesses à des intellectuels, ils comprendront tout simplement que vous êtes dans la menterie que dans la véracité politique. Et nous sommes les seuls partis politiques à féliciter le gouvernement. On nous a traités de sous-traitants, mais ce n'est pas le cas. La levée de l'embargo, on a félicité la démarche du gouvernement parce que quand on lève l'embargo, ça profite ni à la société civile personnellement, ni à la majorité, mais ça profite aux citoyens congolais que nous sommes d'abord avant d'être fédéral. C'est que, et nous, Mouzito, Katumbi, Fayoulou, nous sommes d'abord congolais, et je pense que c'est cette congolité, positivement parlant, qui doit d'abord nous unir que de voir des situations dans des costumes politiques qui nous divisent vainement. Et nous sommes le seul parti politique à avoir félicité le gouvernement Sama Lukonde pour avoir triplé le budget, la loi financière. Est-ce que Nouvel Élan a besoin, a une tendance de pouvoir débarquer à l'Union sacrée, mais c'est peut-être le courage qui vous manque? Mais excusez-moi de le dire. Parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas totalement de l'opposition, vous voulez qu'on puisse vous appeler des centristes, vous ne voulez même pas être 100% à la majorité présidentielle, tantôt vous êtes à l'opposition, tantôt vous êtes où exactement? Nous sommes exactement dans la rationalité, dans la franchise. Vous ne voulez pas seulement vous annoncer que vous êtes de l'Union sacrée, parce que ça va déranger. Ce n'est pas une question de choisir son camp, c'est une question de réfléchir profondément sur les questions de la République. Et je pense que si on doit amener la politique dans sa conurbation de réflexion, je pense que certains acteurs de l'Union sacrée devraient regretter des actions posées par le gouvernement Sama Lukonde II. Ce n'est pas parce qu'on est de l'Union sacrée que tout est rose. On peut être de l'Union sacrée, mais quand il y a de meurtres, des tueries, 53 Congolais tués par l'armée régulière, je pense que l'on soit de l'Union sacrée ou pas, on doit remettre de tels actes de barbarie en question. Mais c'est une politique de folie, excusez-moi de ce terme, c'est inélégant, mais c'est une évidence, que quand on est de l'Union sacrée, on parle d'un meurtre sanglant, mais parce qu'on veut défendre un camp politique, on va s'en passer pour dire non, il y a déjà un procès, c'était des Rwandais. Après tout, c'était des mystiques qui s'attaquaient contre, excusez-moi de le dire, c'est que vous interprétez les faits de manière émotive, de manière partisane. C'est que nous sommes dans cette politique telle que, quand une évidence profite au peuple congolais, nous saluons cela. La gratuité de l'enseignement. Par exemple. Ce sont des Congolais, près de 6 millions, qui regagnent le chemin de l'école. Il y a une différence vaste entre la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement.
C'est que si vous prenez Nouvel Élan, vous mettez sur table l'article 43, qui n'a rien à voir avec l'union sacrée, c'est constitutionnel, qui parle de la gratuité de l'enseignement. Nouvel Élan va féliciter cette action, parce que ça profite aux Congolais. Mais si vous prenez sur la même table, vous y déposez la thématique liée à la qualité de l'enseignement, Nouvel Élan va fustiger cela. La politique de la lucidité, la politique de l'intelligence, la politique du futur, naturellement, ça va se cerner avec le temps. C'est que quand il y a une action qui profite au peuple, que vous soyez de l'union sacrée, que vous soyez de l'opposition de la société civile, vous devez saluer cela. Aujourd'hui, nous avons des acteurs politiques de l'union sacrée qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans la partie orientale parce que ça sera à la gloire de Félix Tshisekedi. Je m'excuse de le dire, mais honte à eux. C'est une petite réflexion de pacotille qui n'a rien à voir avec les vraies questions de la République. Et nous avons également des acteurs de l'union sacrée qui disent, après tout, il faut qu'il y ait la paix parce que ça sera notre gloriole. Ce ne sont pas des hommes d'État. Les questions de la République doivent se traiter avec sobriété, avec froideur, avec tempérance, sérénité et lucidité. Il faut savoir nuancer les évidences. Et la seule boussole qui doit orienter des acteurs politiques, quelle que soit leur couleur, c'est l'intérêt général. C'est que quand vous sentez qu'une action profite à l'intérêt général, quelle que soit votre posture, quel que soit votre costume, union sacrée ou pas, opposition ou pas, vous devez saluer pour cela. Parce que si vous êtes un homme politique et que l'intérêt général ne vous préoccupe pas, vous êtes narcissiste, vous êtes gourmand, vous travaillez pour votre vente et la jeunesse et toute la population congolaise n'en a pas besoin de tels profils politiques. Monsieur Jérémy, on va essayer quand même d'en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que Nouvel Élan? Et d'une manière particulière, on peut le dire, ou je vous pose une question directe. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous reprochez au président de la République, vous personnellement? Nous reprochons au président de la République le manque de boussole. Nous reprochons au président de la République l'improvisation dans les actions gouvernementales. Nous reprochons au président de la République... Vous voulez dire que tout ce que le président de la République arrive à réaliser sont des improvisations? Je vais exemplariser avec la décision liée à l'état de siège. Alors on va devoir se lever un matin, c'est vrai après consultance et proposition comme le prévoit la Constitution de la République, sur proposition soit du Parlement, soit après Conseil de ministres, soit sur proposition du Président de la République. Ça a passé par la votation au niveau des deux chambres, la Cour constitutionnelle accepte cela, le Président décrète par une ordonnance l'état de siège. Mais ça se passe sans qu'une étude en amont soit faite. L'état de siège connaît des prorogations en prorogation, alors que naturellement, au regard de la Constitution, 15 jours plus tard, il faut réévaluer l'état de siège. Et la première réévaluation de l'état de siège se fait après 2 ans. Et c'est une simple question qu'on va devoir se poser. Est-ce que nous devons requalifier l'état de siège, nous devons le lever ou le maintenir? 3 assertions. Mais imaginez-vous que juste pour cogiter autour de ce questionnement, la République a perdu près de 4 900 000 $ américains, 600 participants, à qui on va remettre, chacun va coûter 8 300 $. Pour qu'on se pose une question. La question a été posée, mais jusqu'à aujourd'hui, la République a dépensé de l'argent, des millions, mais jusqu'à aujourd'hui, la suite de cette évaluation n'est pas connue, elle n'est pas sûre. Nous sommes dans l'apeuprisme, premièrement. Deuxièmement, quand on parle de la gratuité de l'enseignement, c'est une très bonne décision parce qu'elle va devoir factualiser l'article 43 de la Constitution. Cependant, nous avons ce ministre de Pétantique qui va devoir, dans son justificatif devant la plénière, nous sommes la Chambre du Parlement, dire que les près des 300 millions de $ américains de la taxe RAM auraient servi par le truchement de la présidence de la République à la gratuité de l'enseignement. Et après, on va nous dire, non, c'est avec des ressources empruntées au FMI que nous payons la gratuité de l'enseignement. C'est que vous allez devoir résoudre un problème par un endettement, alors que quand vous vous endettez, naturellement, vous devez investir pour que cela vous produise des ressources qui vont vous permettre de résoudre les problèmes. C'est que ce sont des évidences qui attestent que l'action gouvernementale s'assoit sur une improvisation. Aussi, des promesses faites. Vous voulez savoir ce que nous reprochons au gouvernement actuel? À un peuple qui attend mieux. Vous allez juger l'échec de mon bilan ou sa réussite en fonction de la pacification de la partie orientale de la République. Mais c'est maintenant la 5e année que nous avons des caciques de l'Union sacrée qui disent « Attendez, cette guerre ne date pas d'hier ». Mais quand le président de la République est en train de promettre cela, ne savait-il pas que cette guerre ne datait pas d'hier?
Alors il fallait le dire au président de la République quand il le promettait. Et quand il promettait, tout le monde était dans cette excitation, dans cette émotion politique de dire qu'il va pacifier la zone en 5 ans. On nous a promis Fativille, excusez-moi de le dire. Au-delà des promesses, il y a une certaine impunité. Et je m'excuse de le dire. Et le président de la République, il y a des fois où il prend des postures des spectateurs, que d'acteurs. Quand on lui pose la question sur la situation de l'Est, on lui dit « Vous avez promis à la partie orientale que vous allez installer votre QG pour faciliter la pacification de la zone. » Il dit « Bon, avant que je ne sois sur ce fauteuil du président de la République, j'avais une autre vision de la gestion de la République. Maintenant que j'y suis, je vois les choses autrement. Je pense que l'UDPS doit se repentir de tout ce mépris jeté sur Kabila. Parce que le président dit, avant qu'il ne soit sur le fauteuil, il voyait les choses autrement. Maintenant, il les voit autrement. Et c'est lui-même le président de la République qui le dit. Qu'est-ce qu'on va dire? Et il dit, bon, j'avais promis bien sûr, mais maintenant, j'ai le son et l'image en temps réel. Il a le son des balles, des crépitements, il a l'image des exactions des Congolais qui sont en train de mourir. Et le président de la République est téléspectateur. Il voit ces choses. Alors, qui va mettre fin à cela? Il veut terminer des choses d'une manière pacifique. Ben, je vous en prie. Bien entendu, parce qu'il les déclare partout où il passe. Il essaie de pleurer. Moi, il essaie de revendiquer aussi. Il essaie de chercher la paix d'une manière pacifique. Parce qu'il ne veut pas la guerre. Ça me dérange quand vous dites qu'il essaye. Le président de la République, il doit poser des actes avec beaucoup de lucidité, beaucoup de conviction. Un chef d'État n'essaye pas. Il agit. C'est une haute responsabilité qui porte en son sein le salut de près de 96 millions de Congolais. Alors, quand on gère 96 millions, on n'essaye pas. On pose des actes. C'est difficile, si nous sommes dans cette émission, une bonne émission, dossier d'actualité, qu'au lieu de présenter l'émission, mais vous essayez. Si c'était le cas, je ne serais pas ici. Parce que nous ne valons pas des essais. Cette émission, elle est bonne, elle est produite. Alors, on parle d'une émission. Alors, quand il est question de la sommité étatique, on n'essaye pas. On agit. On ne se plaint pas, on agit. On ne compte pas non plus sur la communauté internationale. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, verse dans des jérémiades. Bon, je m'appelle Jérémie, mais ça n'a rien à voir avec moi. Elle se plaint. Sanctionnez le Rwanda, s'il vous plaît. Elle s'adresse à la France en disant, mais pourquoi le mot sanction ne sort pas de votre bouche? Même si ça sortait des tripes de Macron, qu'est-ce que l'on a à faire en tant qu'État souverain? Je suis en train de suivre avec beaucoup de stupéfaction, je m'excuse de le dire, c'est monstrueux, c'est décevant, c'est réducteur. Quand je vois tout un ministre dire, notre problème à nous, c'est que les États-Unis ne condamnent pas le Rwanda. Voilà ce qui nous fait beaucoup plus mal. Mais attendez, nous ne sommes pas américains, nous sommes Congolais. Et le problème des Congolais... Qu'est-ce que vous voulez? Que le Congo attaque le Rwanda? Nous avons proposé la construction d'un mur entre le Rwanda et l'Ouganda. Pourquoi? J'ai discuté avec des citoyens qui vivent dans la partie orientale de la République, dans une zone dont j'étais le nom. Le franc congolais n'existe pas, il n'est même pas connu. Mais nous sommes en RDC. Dans cette zone-là, c'est très grave. On parle le Kenya-Rwanda, une zone de la République démocratique du Congo. C'est que vous sentez qu'il y a un problème de contrôle. Aujourd'hui, Bunagana, ça fait 2 ans. Le président de la République a été à Kolwezi. Est-ce qu'il peut aussi se rendre à Bunagana? Il ne peut pas. Ça fait 2 ans. Mais c'est une honte pour la République. Là, ça remet en question la notion de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et face à cela, il ne peut pas s'y rendre parce que Bunagana est coupé de la République. Je m'excuse de le dire. La zone, elle est militarisée par des forces étrangères. Même les forces souverainistes ne savent pas arriver à Bunagana. Vous voyez? Je m'excuse de le dire. À Kwamut, il n'y a même pas de rentrée des classes maintenant. Des écoles ont été saccagées, pillées, brûlées. Et à Bunagana, aucun acteur politique. Il se pointe à quelques mètres de la cité pour exiger un cessez-le-feu. Si Poutine se comporterait ainsi face à l'Ukraine, ça serait une bonne jurisprudence pour nous. Mais parce que quand on fait face à des évidences qui remettent en question l'intérêt national, on ne réfléchit pas 2 fois. On n'attend pas des tripartites, accord de Luanda, accord de Nairobi, la France, ultimatum le 7 mars, les États-Unis. On n'attend pas. On attaque.
souffrez même follement. Parce que ça brûle en nous le patriotisme, le nationalisme. Regardez comment se comporte Paul Kagame par rapport aux intérêts rwandais. Je pense que nous devrions aussi prendre cette posture-là. Regardez quand un seul Français meurt, combien la France s'élève. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 millions de morts dans la présidence de la République, depuis notre à ce jour. Qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons que la communauté internationale puisse condamner le Rwanda. Comme si le peuple congolais avait, en 2018, voté pour la communauté internationale. La responsabilité incombe au gouvernement. Ça vous fâche? Mais non, ça ne nous fâche pas. En tant qu'homme d'État, on évite les émotions. On aborde avec sobriété les questions de la République. On va terminer cette émission. Jusqu'ici, on est déjà au-delà de 10 candidatures à la présidence, à la présidentielle bien entendu, de 2023. Quelle image que vous avez du futur président? Pour terminer. Le peuple, je le trouve un peu très exigeant. Je pense que ça sera un profil différent du profil actuel. Le peuple veut un président pragmatique. Le peuple veut un président qui propose une offre politique aussi concrète. Le peuple veut un président de la République qui ne se limite pas à promettre, mais qui doit faire. Le peuple veut un président de la République qui ne va pas compter sur la communauté internationale de manière compacte. C'est vrai, on peut toujours travailler dans une certaine collaboration, coopération, mais moi je pense que la scène internationale est le seul rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que la République apporte? Si vous vous présentez en faible, je m'excuse de le dire, vous serez maté davantage. Le peuple veut un gouvernement qui ne lui dit pas qu'il va bien, mais le peuple veut un gouvernement à qui le peuple dit qu'il se porte bien. C'est une pyramide renversée. Le peuple veut une armée qui ne va pas être 8e par classement ou par farfeluserie, mais le peuple veut une armée 30e, 50e, mais qui arrive quand même à le sécuriser. Mais lui, et c'est bien, le peuple ne veut pas un gouvernement qui va verser dans le kidnapping, c'est des reins qu'on enlève à gauche, qu'on enlève à droite. Le peuple ne veut pas payer son carburant à 4 000 francs alors qu'il était à 1 900 francs. Le peuple veut un gouvernement qui ne va pas faire en sorte qu'il paye ses unités, qu'il payait à 1 900 ou 2 000 francs, mais qu'il paye aujourd'hui à 3 500 francs. Le peuple veut un gouvernement providentiel sur qui il peut compter. Je vais exemplariser pour chuter. Ici à Lubumbashi, à Kalebuka, là, et du côté des Zambiens, quand il est 19h, passez nuit où vous êtes, si vous n'êtes pas à la maison. C'est à Lubumbashi. Ce sont des situations que nous ne connaissions pas dans le temps. Et le peuple veut mettre fin à cette situation-là. Et je pense que le président de la République, celui qui va présenter un projet de société aussi pragmatique, qui va mettre fin à toute cette caricature négative que je viens de présenter tout de suite ici. Et ce n'est pas une farce politique, ce sont des faits. Je le dis dans un plateau de télé sérieux, vous êtes journaliste d'investigation, s'il y a eu une menterie de ma part, vous allez la couper. Mais si tout ce que j'ai dit est vrai, laissez que le peuple décide. Monsieur Jérémy Have, je rappelle que vous êtes président fédéral dans le Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre dans ce pays, Adolphe Muzito, candidat à la présidentielle de cette année, ça il faudra le rappeler, lui-même est candidat à la députation nationale avec beaucoup de chance. Ce qui est vrai, c'est qu'on aura des émissions à parler candidats, où vous allez venir exposer votre projet de société, bien entendu, pour conquérir le peuple, parce qu'il faudrait vous exprimer. Absolument. Justement, pour que nous puissions comprendre, cette fois-ci, des gens qui vont devoir nous représenter au niveau du Parlement. Parce que toutes les années, on ne savait même pas le pourquoi d'un député, il n'a pas de projet. Il arrive là seulement pour accompagner peut-être les autres et toucher son salaire. On va essayer d'en réfléchir dans ces sens-là et vous donner l'opportunité de venir sans doute nous expliquer votre projet des sociétés. De cette actualité, vous dis merci d'avoir participé dans cette analyse si très républicaine, bien entendu. Vous vous êtes exprimé et ça n'engage que vous. Je vous en prie, j'assume mes propos. Merci de la profondeur de la considération. Monsieur Idriss, bien habillé. Merci pareillement. Merci. On va terminer cette émission. Mille merci à vous tous. Prochain rendez-vous, ça sera le lundi prochain à la même heure. Je rappelle que nous avions décalé un tout petit peu l'heure de la production ou la diffusion de cette émission. Il y a d'ailleurs une bande défilante. Désormais, vous suivez Dossier d'actualité chaque 20h. Si vous êtes à Kinshasa, c'est à 19h. Vous êtes en direct à partir de vos téléphones ou sur Star Times, canal 129.
et en ligne, partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez regarder votre télévision. Ça ne fera du mal à personne. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur Euro Télévision.